Kakashi Hatake, le légendaire ninja copieur de Konoha, chef de la Team 7, réputé pour sa puissance, sa myriade de techniques et sa pupille mystérieuse. Son flow n'a d'égal que sa nonchalance apparente. Véritable pilier des ninjas supérieurs de Konoha, respecté par tous. Personnage auréolé de mystère, on s'est tous demandé un jour, mais d'où lui vient son Sharingan et sa cicatrice? De quel lourd passé est-elle le stigmate? Kishimoto nous a donné une bonne partie des réponses dans le mini-arc Kakashi Gaiden, et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. C'est l'instant passion. Avant de poursuivre cette vidéo, il faut que je vous parle d'un jeu à découvrir. Je suis sûr que ça va vous plaire. Oui. Si vous kiffez les RPG stratégiques avec du vrai contenu PVP, le tout dans un univers visuellement incroyable, alors j'ai quelque chose pour vous, parce qu'aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Etheria Restart. Le jeu est officiellement sorti le 5 juin 2025 sur PC, iOS et Android. Dans Etheria, vous incarnez un hyperlinker, un combattant de l'ère numérique, qui collecte des héros appelés Animus pour lutter contre des virus corrompus dans une ville virtuelle futuriste. Entre scénario SF, combat tactique au tour par tour, un système de gacha très favorable aux joueurs, 80 tirages garantis, le jeu qui mélange habilement PvE narratif et PvP compétitif en temps réel. Le système RTA est un vrai kiff, les combats au tour par tour sont hyper dynamiques, on ne s'ennuie jamais. Et pour ceux qui aiment tryhard, il y a même un classement mondial. Dans le même esprit, il y a un tournoi mondial appelé Etheria World Summit, avec à la clé un robot high-tech de dernière génération à gagner. Et non, ce n'est pas une blague. Tu peux télécharger le jeu dès maintenant via le lien en description. Téléchargez Etheria Restart maintenant. Renaître pour combattre. Que la passion vous guide. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de Narutologie, l'émission entièrement consacrée à Naruto et à son univers. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'arc Kakashi Gaiden. Mais juste avant, on va faire un petit détour pour parler de l'épilogue de l'arc précédent, l'arc de récupération de Sasuke. Oui. Qui fait également office d'épilogue à la première époque, la première saison du manga. Partie 1, épilogue. Quelques jours après leur retour à Konoha, nous retrouvons Naruto qui vient de retrouver conscience après sa défaite face à Sasuke. Il retrouve d'abord Shikamaru, qui lui apporte du réconfort, puis c'est au tour de Sakura de se présenter devant lui. C'est une scène que je trouve intéressante à la fois dans la construction de Naruto et surtout dans celle de Sakura, qui, comme vous le savez si vous avez vu l'épisode précédent, est un personnage qui me tape sur le système. D'ailleurs, j'en profite pour clarifier un truc, ce n'est pas parce que je trouve personnellement un personnage antipathique ou agaçant que ça veut dire qu'il soit fondamentalement mal écrit. Je n'aime pas la personnalité de Sakura, elle m'agace un peu, mais niveau d'écriture, pour le moment, ça se tient. Je dis bien pour le moment, on en reparlera de celle-là aussi. Dans l'épisode précédent, j'ai conspué le fait que Sakura ait un comportement particulièrement égoïste aussi bien envers Sasuke qu'envers Naruto. Avec le premier, on a l'impression qu'elle veut qu'il reste, non pas pour lui sauver la vie, mais pour elle, être heureuse avec lui. Et pour Naruto, elle l'oblige à lui promettre de ramener Sasuke, lui collant une responsabilité écrasante sur le dos, comme s'il n'avait pas déjà du mal à gérer ses propres émotions. Il devient tributaire, en plus de celle de Sakura. Ce qui est un move de connasse. Oui. Heureusement, elle semble prendre conscience de la pression injuste qu'elle a mise sur Naruto, lorsqu'elle le voit en piteux état physique et émotionnel à l'hôpital. Elle a enfin une prise de conscience. Elle comprend qu'elle a été égoïste et inutile et qu'il est temps que ça change. Ceci étant, elle s'y prend encore une fois plutôt mal. Quand Naruto, pris de remords et d'angoisse, essaye de rassurer Sakura, celle-ci coupe court en lui disant « Oublie Naruto, ça n'a plus d'importance ». Est-ce un petit peu passif-agressif? Ce sont encore des enfants, c'est tout à fait normal et logique qu'ils aient encore pas mal de difficultés à exprimer clairement leurs ressentis, leurs émotions. Cependant, ça n'enlève rien au fait que la réaction de Sakura, ça l'a pas vraiment soulagé le Naruto, hein. Ça a l'air d'avoir eu l'effet inverse en fait. Naruto se sent doublement coupable, coupable d'avoir échoué à ramener Sasuke et coupable d'avoir trahi sa promesse envers Sakura, parce que je le rappelle, il est toujours censé être amoureux d'elle. Viens, on parle 2 secondes de ça, parce que pendant des années, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi le Naruto était à ce point amoureux de Sakura. Puis ça m'est venu. Naruto prétend être amoureux de Sakura parce que Sakura est amoureuse de Sasuke. Avoir la validation de Sakura, c'est une autre façon de rivaliser avec Sasuke. En réussissant à avoir la validation de Sakura, il aura donc la validation de Sasuke et aussi son affection. Donc Naruto veut séduire Sakura pour séduire Sasuke. C'est ça. Freud parlerait sans doute d'un transfert du désir, où Sakura n'existerait pas en tant que Sakura, mais simplement comme une figure de transfert de Naruto vers Sasuke, qui est lui inaccessible.
C'est une version un peu malsaine du triangle amoureux. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute le triangle Griffiths-Casca-Guts dans Berserk. Casca sert de figure de transfert dans la relation amour-haine entre Guts et Griffiths. Donc la scène de Guts et Casca sous la cascade, ça... Eh oui! Et ça marche avec l'Eclipse aussi. Oui. Bref, revenons à nos moutons. Naruto se sent coupable d'avoir échoué auprès de Sasuke et de Sakura. Ça démontre qu'il souffre d'un très gros complexe du sauveur, aussi appelé syndrome du sauveur. C'est lorsqu'une personne ressent le besoin pathologique de venir en aide aux autres, de les sauver, même si cette aide n'est pas nécessaire ou demandée. La personne peut penser qu'elle seule peut réparer ou guérir les autres, ce qui crée une forme de dépendance émotionnelle ou relationnelle, au détriment du sauveur. C'est un syndrome souvent lié à des individus qui souffrent d'un manque de reconnaissance dans l'enfance, et qui ont donc le besoin de se sentir utiles pour être reconnus. Naruto correspond donc parfaitement, il n'est pas du tout dans un délire sain en fait, oui. C'est ce qu'essaye de lui faire comprendre Jiraiya lors de sa visite. Il lui dit clairement « oublie Sasuke », et il parle en connaissance de cause, car lui aussi jadis a essayé de raisonner son ancien compagnon Orochimaru. On retrouve ici l'idée de cycle qui se répète, très présent tout au long du manga. Jiraiya a semble-t-il lui aussi tout tenté pour amener Orochimaru dans le droit chemin, et a échoué, lui causant énormément de peine. Il se rend compte avec l'âge et l'expérience qu'il aurait pu s'épargner bien des souffrances s'il avait simplement accepté que son ami avait changé pour toujours, souffrances qu'il veut épargner à Naruto. Mais Naruto n'en démord pas, même si Jiraiya menace de ne pas l'entraîner, il continuera d'essayer de ramener Sasuke du bon côté de la force, quel que soit le prix à payer. Mais ce n'est pas seulement une histoire de complexe du sauveur. Dans la psychologie analytique, Carl Jung parle du concept d'ombre projetée. L'ombre désigne la part inconsciente, refoulée et non reconnue de nous-mêmes, souvent jugée inacceptable, honteuse ou contraire à notre image consciente. Et projetée parce qu'on projette cette part d'ombre sur les autres. Dans le cas de Naruto, il projette ses blessures non résolues sur Sasuke. C'est en partie pour ça aussi qu'il veut à tout prix sauver Sasuke. Parce que quand on regarde bien, Naruto a lui aussi toutes les raisons du monde d'en vouloir à la terre entière, sauf qu'il refuse de reconnaître, de prendre conscience de cette rancœur, alors que Sasuke, lui, l'embrasse. S'il sauve Sasuke, s'il le répare, ça prouvera que lui aussi peut réparer ses blessures. C'était plus ou moins la même dynamique avec Gaara, et c'est quelque chose qui deviendra récurrent dans la suite. Le fameux Talk no Jutsu, ça vient de là. C'est cette même projection qui convainc d'abord Jiraiya qu'il faut que Naruto abandonne Sasuke. Il se dit que si lui a échoué, Naruto échouera sûrement. Mais lorsqu'il voit sa détermination, il se dit que si Naruto réussit là où lui a échoué, ça lui permettra quelque part d'être en paix avec le passé. Jusque-là, les relations dans le manga sont superbement écrites. Et puis surtout, ça nous montre que Naruto est en fait un personnage complètement ravagé psychologiquement. Moi, pendant longtemps, je l'ai vu comme un modèle de motivation, de détermination, de force mentale. Mais plus je relis le manga, plus je me rends compte qu'il va pas bien du tout en fait. Oui. Bref, Jiraiya vient lui annoncer qu'à partir de maintenant et pour les 3 ans à venir, il sera son disciple officiel, en vue de le préparer à son affrontement futur avec l'Akatsuki, qui passera à l'action dans au moins 3 ans. Et il le rassure en l'informant que Orochimaru ne pourra pas non plus prendre le corps de Sasuke avant au moins 3 ans. Bah alors, ça tombe vraiment bien, hein, sacrée coïncidence quand même, hein. Sakura, quant à elle, demande à Tsunade de la prendre comme disciple. Alors je vois totalement l'idée de faire de Sakura un ninja médecin. Ça lui donne enfin un rôle vital, et je comprends aussi l'idée de faire de l'équipe 7 le miroir des Sannin, Naruto et Jiraiya, Sasuke Orochimaru et Sakura Tsunade. Alors autant Naruto Jiraiya et Sasuke Orochimaru, ça fait parfaitement sens et semble naturel au vu du récit, autant la relation Tsunade-Sakura fait vraiment forcer. La première fois que Sakura rencontre Tsunade, c'est lorsque Naruto l'amène pour soigner Sasuke. La seconde fois, c'est lorsqu'elle se croise en allant visiter Naruto à l'hôpital après sa mission. C'est un peu léger pour que leur relation maître-disciple paraisse aussi légitime et naturelle que pour les deux autres. Ou alors c'est moi qui chipote, je sais pas. Bref, ensuite, on voit tous les genin de Konoha reprendre leur entraînement respectif en vue d'être prêts pour les futurs combats. Naruto quitte le village avec Jiraiya. Pendant ce temps, quelque part dans l'ombre, les membres de l'Akatsuki se réunissent et se préparent à passer à l'action dans 3 ans. Ce qui marque la fin de la première époque du manga. Viendra ensuite l'arc Kakashi Gaiden, une histoire courte de 6 chapitres présente dans le volume 27 de Naruto, sorti le 4 avril 2005. Mettant en avant l'unité de Minato Namikaze ainsi que ses élèves Kakashi, Obito et Lin. L'action prend place une quinzaine d'années dans le passé à la fin de ce qu'on appellera la troisième grande guerre ninja. Partie 2, la troisième grande guerre des shinobi.
Avant de commencer réellement la rétrospective de cette histoire, je pense quand même qu'il est très important de bien situer, expliquer pourquoi Konoha participe à ce conflit et à quel point il est important. Bah les gens ont juste à lire le manga, non? Eh bien, pas tout à fait, parce qu'en fait, ces informations arriveront bien plus tard dans le manga, et c'est seulement en relisant le manga, et surtout ce tome 27, qu'on comprend tout, en fait. Mais c'est quand même important, oui. Ce conflit commencera quelques mois après la disparition du 3e Kazekage, orchestré par Sasori des Sables Rouges. Suna, ayant perdu son meilleur marionnettiste, mais surtout son plus puissant Kazekage, tombe dans l'obsession et le désir de retrouver son plus puissant dirigeant disparu. Retrouver quelqu'un de mort? À l'époque, le 3e Kazekage n'était pas mort, mais porté disparu. Il a été pendant de longues années la personne la plus recherchée du pays du vent. C'est seulement lorsque Shio découvrira son pantin au chapitre 267 du manga que le village de Suna pourra commencer son deuil, soit après 16 ans d'inquiétude et de mystère. Suna devient donc rapidement vulnérable, et par ce même biais, les pays alentours tentent de prendre le pouvoir sur le village caché des sables. Mais ça devient aussi l'occasion pour tout le monde de prendre sa part du gâteau. C'est donc au même moment que les villages de Konoha et de Iwa commencent à s'affronter sur les terres de Kusa. Parce que oui, le petit village de Kusa a la malchance de se situer entre 3 des plus grands pays du monde ninja. Et ça, c'est pas de chance. En gros, ils ont la même situation que le village de Hame, c'est-à-dire la position de petit pays de merde à côté de Mastodonte. Les ninjas de Konoha découvriront rapidement que les ninjas d'Iwa ont pour objectif d'attaquer le pays du feu, en passant par le pont Kanabi. Un pont très important pour le passage de marchandises et de ressources. C'est à ce moment précis que l'unité de Minato entre en action, car elle sera chargée de détruire le pont Kanabi afin d'éviter au pays de la Roche toute invasion sur les terres de Konoha. Mais ce n'est pas tout, car sur le champ de bataille, on retrouvera également Itachi Uchiwa encore enfant, qui développera à cause de cette guerre un traumatisme et finira par grandir en développant un pacifisme obsessif, qui le conduira plus tard à aller jusqu'à massacrer son propre clan pour conserver la paix. Ouais, on reviendra en temps voulu sur cette histoire-là, hein. Au même moment, sur le pays voisin de Kusa, nous retrouvons Yahiko, Konan et Nagato, qui forment avec d'autres ninjas un groupe destiné à défier Hanzo la salamandre et commenceront à porter le nom de l'Akatsuki. Hanzo, craignant leur puissance, établira une alliance avec Danzo Shimura et l'organisation La Racine afin de les affronter. Danzo profite donc du fait que Hiruzen regarde du côté de Iwa pour faire des petits coups de pute dans d'autres pays. C'est un bâtard, mais il est fort. Pendant ce temps, Kumo, qui voit le monde se détruire, décidera lui aussi de rentrer dans la guerre. Et c'est le 3e Raikage qui finira par mourir après un combat de 3 jours et 3 nuits, en offrant un combat légendaire contre les villages de Kiri, Iwa et Konoha. Le fameux 1 versus 1000, laissant ainsi à ses hommes le moyen de battre en retraite. Alors que A et Killer Bee retournent vers le pays des nuages, ils tombent sur l'unité de Minato Namikaze, et un rapide combat éclate. Minato expliquant de cette manière qu'il sera bientôt le 4e Hokage et son ennemi le 4e Raikage, et ainsi qu'ils se reverront un jour ou l'autre sur le champ de bataille. Pour finir, nous retrouverons même Madara Uchiwa dans les profondeurs de Kusa, attendant qu'une brèche puisse s'ouvrir pour son projet de résurrection. Itachi, Kakashi, Killer Bee, Madara, Sasori, Yahiko, mais c'était une putain de guerre en fait. Bah c'est pour ça que je te dis que c'est important de parler de la guerre dans son ensemble. Et la guerre a commencé plus ou moins à cause de Suna. Ils ont fait quoi de spécial eux? Eh bien, ils ont élu Rasa comme 4e Kazekage, et puis ils sont restés défendre leurs frontières sans faire les fous. Voilà. Vous l'aurez donc compris, la 3e grande guerre des shinobi est l'une des plus meurtrières parce qu'elle a impliqué tous les belligérants du continent pendant de longues semaines. Voilà, ça a vu naître pas mal de légendes et d'autres grands noms qui ont perdu la vie, notamment Obito Uchiwa, qui est mort durant cette guerre, mais pas tout à fait en fait, on y reviendra plus tard, oui. Mine de rien, ce résumé de la 3e grande guerre shinobi a pris pas mal de temps. Il est temps d'attaquer ce fameux tome 27. C'est parti. Partie 3, Kakashi Gaiden. L'histoire commence alors que le jeune prodige Kakashi Hatake vient d'être promu au rang de Jonin, ninja supérieur, et que lui et son équipe ainsi que Minato Namikaze se retrouvent pour partir en mission. C'est l'occasion de découvrir Obito Uchiwa, Lin et bien évidemment le futur 4e Hokage. C'est d'ailleurs sa toute première apparition directe dans le manga. Ah, je me souviens à l'époque où c'est sorti, on était tous comme des dingues. Ah oui. Cette scène d'introduction établit rapidement la dynamique du groupe. Kakashi et Obito ont une dynamique de rivaux très similaire à celle de Naruto et Sasuke. Le cancre au pouvoir caché qui rêve de reconnaissance face au génie taciturne que tout le monde admire. On revient une fois encore à cette idée de cycle qui se répète, d'époque en époque. Lin en revanche semble avoir un rôle à la Sakura. Elle aime Kakashi et est aimée par Obito. Bon, là, plus ça va, plus j'hésite. Soit Kishimoto, il fait totalement exprès, soit il sait pas écrire autre chose, en fait. Je sais pas. Bon, allez, je troll un petit peu, oui. Lin est une ninja médecin, ce qui en fait une espèce de Sakura fonctionnelle.
Ça change, et je pense que Kishimoto en profite pour introduire le concept d'un médecin par équipe. Quant à Minato pour le coup, il n'est pas vraiment un miroir de Kakashi. Là où Kakashi paraît aujourd'hui nonchalant, Minato est plutôt stoïque et patient avec ses disciples, mais il est toutefois capable d'autorité. Il a un véritable leadership naturel, on comprend direct pourquoi il a fini Hokage. Toute cette troupe a pour mission de s'infiltrer dans les lignes ennemies du pays de la Roche pour détruire le pont Kanabi, afin d'empêcher les troupes ennemies de pénétrer dans le pays du feu. En vue de cet objectif, Kakashi, du même rang que Minato à présent, devient chef de l'escouade composée d'Obito et de Lin, tandis que Minato va partir de son côté, afin d'agresser directement l'ennemi sur sa ligne de front, pour créer une diversion. Sur le chemin, nos 4 amis se font prendre en embuscade par un éclaireur isolé. C'est là que Kakashi essaye pour la première fois en conditions réelles la technique qu'il vient de mettre au point, le Chidori. Minato repère directement la faille dans la technique de Kakashi, et ça ne manque pas. Kakashi essuie au dernier moment un méchant contre de l'adversaire, et sans l'intervention in extremis de Minato, il serait mort. L'introduction établissait les relations entre les personnages, cette première escarmouche établit leur dynamique d'équipe et aussi leur dynamique en combat, mettant en avant les forces et faiblesses des différents personnages. Kakashi, qui de prime abord paraissait très rigide et strict, fait ici preuve d'une certaine immaturité, refusant d'écouter les directives de Minato et en ne réalisant pas prendre un risque inutile en employant sa technique. Il a péché par orgueil, mettant ainsi en danger sa vie et la mission. Obito y voit une occasion de prendre l'ascendant sur son rival en le disputant, sauf que pendant que Kakashi faisait le boulot, Obito est resté tétanisé par la peur, scène qui marque encore un peu plus l'écart entre les deux rivaux. L'un veut grandir un peu trop vite, l'autre aimerait grandir plus vite. Minato en profite pour rappeler son autorité et son expérience en leur inculquant la qualité la plus importante d'un ninja, c'est de savoir travailler en équipe. Dernière leçon du maître avant de laisser ses élèves accomplir leur mission seuls. La veille de leur séparation, Obito partage ses doutes avec Minato. Il se demande s'ils seront capables de travailler en équipe alors que Kakashi leur abaisse en permanence, tout en reconnaissant l'immense talent de ce dernier, et en admettant lui-même ne pas être à la hauteur de la réputation de son clan. C'est là que Minato lui explique que si Kakashi est aussi doué, c'est parce qu'il est le fils de Sakumo Atake, un ninja légendaire encore plus fort paraît-il que les 3 Sannin. Il a donc été élevé dans un environnement d'élite, ce qui explique qu'il a du mal à comprendre que ses camarades aient plus de difficultés que lui. Minato poursuit en évoquant la tragédie de Sakumo. En effet, il y a 5 ans, alors qu'il était engagé dans une mission ultra secrète, il a préféré abandonner la mission plutôt que de sacrifier ses hommes. Il a ensuite été victime d'une campagne de harcèlement et de calomnie, même venant des camarades qu'il a sauvés. Et tout ça l'a mené à sauter la vie, expliquant selon Minato la rigidité de Kakashi face au respect des règles. Le caractère du jeune Kakashi s'explique par le traumatisme de la mort de son père, qui a tout perdu parce qu'il n'a pas suivi les règles pour des raisons sentimentales. Il est donc convaincu que son père était un mauvais ninja, et vit non pas dans l'ombre de la grandeur de son père, mais dans celui de sa honte. Bon, je sais que sur le papier, Konoha est censé être l'un des villages les moins pires, mais entre ce qu'ils ont fait subir au père de Kakashi jusqu'à le forcer à s'auto-terminer, le fait que Kakashi, à cause de ça, soit devenu totalement névrosé, plus les dingueries qu'ils vont faire à Itachi par la suite, c'est quand même une belle bande de salopards. Bref, le lendemain, Kakashi, Lin et Obito se séparent de Minato et partent en direction du pont Kanabi. Après quelques temps, ils sont attaqués par 2 ninjas d'Iwa, Taiseki, un expert en camouflage, et Kako, un interrogateur sadique. Malgré une réaction efficace et coordonnée du trio, Lin se fait enlever par l'ennemi. Et c'est là que nous avons l'un des dialogues les plus importants de l'arc, un dialogue fondamental dans ce que va devenir Kakashi par la suite. Kakashi ordonne à Obito de ne pas poursuivre les ravisseurs de Lin, il souhaite d'abord compléter la mission. Obito, bien évidemment, refuse d'obéir. Kakashi lui assène un discours froid et rationnel sur la réalité du monde shinobi. Comme quoi, un shinobi pour mener à bien ses missions doit être capable de faire abstraction de ses émotions. Paroles dictées par le traumatisme de la tragédie de Cro-Blanc. Ce à quoi Obito rétorque que pour lui le Cro-Blanc était un véritable héros, et il poursuit par cette réplique culte que Kakashi répétera à l'équipe 7 plus tard. Ne trouvant rien à répondre, Kakashi laisse Obito partir sauver Lin, tandis que lui part poursuivre la mission. On assiste à une opposition entre l'ordre collectif incarné par Kakashi et la morale individuelle incarnée par Obito. Pour Kakashi, les règles, bien que cruelles, incarnent un bien absolu car nécessaire à la survie et la prospérité du village. Il ne les questionne pas, ou plutôt n'ose pas les questionner. Traumatisé par ce qu'a subi son père pour avoir enfreint les règles. Alors Cro-Blanc a sauvé des vies certes, mais il l'a fait en dehors des règles, donc pour Kakashi, c'était mal. Kakashi a plus peur de subir le courroux du système, comme son père, que de perdre son ami Lin. Et c'est toujours Konoha les gentils?
Eh bien, apparemment. C'est là que Obito, en refusant de se plier à un système qu'il trouve injuste, fait preuve d'un courage moral qui fait défaut à Kakashi. C'est un peu ironique, car c'est Obito qui est censé être le trouillard. Pour Obito, suivre à la lettre le règlement est absurde et contre-productif. Si le système ne t'autorise pas à te battre pour sauver ceux que t'aimes, à quoi bon protéger ce système? Ils font la guerre pourquoi, au juste, si ce n'est pas pour protéger leur être cher? Kakashi est donc totalement mis face au même dilemme que feu son père. Suivre les ordres ou sauver ses camarades. Suivre les règles ou suivre son cœur, son kokoro, oui. Il choisira finalement de suivre son cœur et sauvera in extremis Obito d'un assaut de Taiseki, dans une pleine page qui pète la classe, mettant en avant l'éclat de ses cheveux et de sa lame blanche. À cette vue, Taiseki demandera si Kakashi est le fameux croc blanc de Konoha. Il répond « Non, cette épée est un souvenir de mon père ». Il révèle ainsi qu'il a encore de l'estime pour son père. De plus, le fait d'utiliser cette épée pour sauver un camarade revêt une symbolique forte. Kakashi épouse là les idéaux de son père. Mais juste après, il perdra son œil gauche en protégeant Obito. Obito éprouve de la honte. Après avoir fait de grands discours pour convaincre Kakashi de sauver Lin, il reste une fois de plus prostré pendant que son ami se sacrifie. Exalté par la volonté de se montrer enfin à la hauteur de ses paroles, Obito éveille ses Sharingan et tue Taseki. Et c'est tous deux animés par la même volonté qu'ils vaincront Kako, dans une attaque combinée alliant la vitesse de Kakashi et la clairvoyance des Sharingan d'Obito. Et libéreront Lin. Hélas, l'ennemi n'est pas encore mort et parvient à les piéger dans un d'automne qui fait écrouler la grotte sur eux. Une pierre assomme Kakashi, Obito le dégage rapidement mais se fait écraser par un énorme rocher. Il se sacrifie à son tour pour sauver ses camarades. Nous arrivons là à un moment très important pour les personnages de Kakashi et Obito, et même un moment très important pour l'entièreté du manga, mais ça, on s'en rendra compte bien plus tard. Oui. Aux portes de la mort, Obito décide d'offrir son Sharingan restant à Kakashi. Le symbolisme est évident, Kakashi devient le garant de la vision du monde d'Obito, et prendra même quelques traits de sa personnalité. Le côté nonchalant toujours en retard, ça vient de là. Il doit à présent vivre aussi pour lui. L'assaut final de Kakashi contre Kako affiche aussi un symbolisme discret mais profond. Lorsqu'il combat son adversaire, la lame de son père se brise et il gagne en utilisant le Chidori, perfectionné par le Sharingan qui permet d'anticiper les attaques. La lame qui se brise, c'est la culpabilité de Kakashi vis-à-vis de son père qui s'efface. C'est son ancienne vision du monde qui meurt. C'est une nouvelle vision qui naît. Un nouveau Kakashi. Celui qu'on connaît aujourd'hui, celui qui croit qu'un autre monde shinobi est possible, parce qu'Obito y croyait. C'est beau. Ouais. Kakashi et Lin, sur le point de se faire encercler par les renforts ennemis, sont sauvés au dernier moment par Minato qui éclate tout le monde en un éclair. Trop tard hélas pour sauver Obito. Ainsi prit fin la troisième grande guerre des shinobi, ce long conflit qui avait vu tant d'anonymes tomber au combat. Mais dans le même temps, il avait vu des héros inscrire leur nom dans l'histoire. Et le jour de la bataille du pont Kanabi, une légende était née. Celle de deux héros pupilles magiques, l'un a son nom gravé sur une stèle au cœur du village, la renommée du second, surnommé Kakashi, l'homme au Sharingan, a dépassé les frontières. On ne s'en rendait pas compte à l'époque, mais Kakashi Gaiden permettra de poser énormément de bases conceptuelles et thématiques qui serviront le récit que nous présentera Kishimoto dans la suite du manga, la partie qu'on appellera Naruto Shippuden. Mais ça, nous en parlerons dans les prochains épisodes de Narutologie. Naruto, c'est la vie.